Revenons aux chiffres. En 1990, nos émissions de gaz carbonique représentaient donc 6 milliards de tonnes équivalent carbone ou encore noté 6 GT. Indépendamment de ce qui a pu se décider à Kyoto, l'objectif mondial qui a un sens sur le plan physique est donc d'arriver à 3 milliards de tonnes de carbone par an, tout au plus, pour nos émissions de CO2. 3 milliards de tonnes de carbone pour 6,5 milliards d'individus en passe de devenir 7 à 9 d'ici 2050. Cela signifie, si nous répartissons équitablement le droit d'émettre, tout au plus 450 kg de carbone par an et par personne, ou encore 1,7 tonnes de CO2 par habitant et par personne en moyenne planétaire donc. Comme cette valeur de 460 kg de carbone ou 1,7 tonnes de CO2 ne dira probablement pas grand-chose à grand monde, pour la rendre parlante, il faut la comparer aux émissions actuelles, en l'espèce de 2004, pour un certain nombre d'habitants de la planète. En effet, ce quota équitable de 460 kg de carbone par personne et par an représente moins de 10% des émissions d'un Américain, d'un Australien ou d'un Canadien, qui devrait donc diviser ses émissions par 10 voire 12 pour participer équitablement à l'effort de réduction mondiale nécessaire, entre 15 et 20% des émissions d'un Allemand ou d'un Danois. Les Danois sont parmi les premiers émetteurs de gaz à effet de serre par habitant des pays de la CEE, qui devraient donc diviser leurs émissions par 6, à 20% des émissions d'un Anglais, qui devra donc diviser les siennes par 5, à 25% des émissions d'un Espagnol, où c'est une division par 4 qui les attend. Le rattrapage économique de l'Espagne des 15 dernières années s'est accompagné d'une hausse de 40% des émissions par personne. Encore une illustration du fait que découpler la croissance économique et le CO2 ne va pas être une mince affaire et que la croissance telle que nous la connaissons ne durera pas, même si cette pensée est une sacrée vérité qui dérange. 25% à 30% des émissions d'un Français, d'un Suisse ou d'un Suédois, où c'est une division par 4, 3 pour ceux qui ne prennent pas l'avion, et qui permet de participer équitablement à l'effort de réduction mondiale. Environ 30% des émissions d'un Portugais, qui devra donc diviser ses émissions par 3, environ 45% des émissions d'un Mexicain, et seulement 50% de celles d'un Argentin ou d'un Chinois. Aussi pauvres que ces habitants puissent être considérés, ils sont déjà physiquement trop riches en ce qui concerne les émissions de CO2, mais 1,5 fois les émissions d'un Indien ou 4 fois celles d'un Nigérien. Quelques pays ont encore la possibilité d'émettre un peu plus. Comparaison entre les émissions brutes de CO2 par habitant en 1998, CO2 provenant des combustibles fossiles en tonnes de carbone par an sans les puits, et la limite de 460 kg par habitant de carbone par personne et par an, si l'objectif est de diviser les émissions mondiales de CO2 par 2, avec 6,5 milliards d'hommes sur Terre, trait horizontal rouge. La limite, si l'objectif est de diviser les émissions par 3, dans un monde où la population serait passée à 9 milliards d'individus, trait horizontal bleu foncé. Même les Chinois sont déjà au-dessus des deux limites. Et pour résumer, nous pouvons dire que le développement durable correspond aux émissions actuelles d'un Indien. Il saute aux yeux que l'économie carbonée n'est pas compatible avec la préservation du climat. Avec les technologies actuelles, la limite est vite arrivée, puisqu'il suffit pour atteindre ce droit maximal à émettre, sans perturber le climat, de 460 kg de carbone, de faire une seule des actions suivantes. Faire un aller-retour Paris-New York en avion, pas en scaphandre autonome, ou consommer 3200 kWh d'électricité en Grande-Bretagne, ou 3000 kWh aux États-Unis, mais 22 000 kWh en France, à cause du nucléaire, mais chut, ce n'est pas politiquement correct de le dire, sachant que la consommation annuelle par Français est de l'ordre de 6700 kWh, dont 50% nous est invisible, parce qu'il s'agit d'électricité contenue dans divers produits de l'industrie ou de l'agriculture que nous achetons ensuite. Ou encore acheter 50 kg ou 500 kg de produits manufacturés, soit au plus le tiers d'une petite voiture, moins s'il y a beaucoup d'électronique ou de matériaux rares, ou acheter 1.5 micro-ordinateur à écran plat, ou utiliser 2 tonnes de ciment, une maison moderne de 100 mètres carrés en nécessite 10, ou faire un peu plus de 5000 km en zone urbaine embouteillée en Twingo, soit 6 mois de circulation en moyenne en Île-de-France et 2500 km en gros 4x4 ou en Mercedes en ville embouteillée, ou consommer 7200 kWh de gaz naturel, soit quelques mois de chauffage d'un logement.
Si l'on prend en compte les autres gaz à effet de serre, il suffit même de faire un aller simple à New York, ou d'acheter 80 kg de bœuf avec os ou 1400 litres de lait. La vache folle est donc une excellente affaire pour le réchauffement climatique. Il faut retourner à l'âge de pierre alors, comme d'aucune personne un peu contrariée par ce qui précède aime à dire. En fait, il y a pas mal de possibilités intermédiaires entre la solution d'aujourd'hui et l'âge de pierre. Notons à ce propos que le discours souvent entendu du droit au développement ignore une réalité. Même un Indien pas très bien loti vit infiniment mieux qu'un paysan français du Xe siècle, alors que le paysan français n'avait que sa paire de bras et un peu de bois pour se chauffer, pas beaucoup, et avait une espérance de vie de 20 ans à 30 ans à la naissance. L'Indien moderne a une espérance de vie à la naissance qui dépasse 60 ans, et dispose en moyenne, à travers sa consommation, même modeste, d'énergie, de l'équivalent de 10 à 20 personnes à son service. En Europe, nous avons l'équivalent de 100 à 200 esclaves chacun. C'est donc pas mal. Quoi qu'il en soit, le niveau de 50% des émissions de 1990 n'est pas négociable car il dépend de données physiques. Tant que nous n'y redescendons pas, ou n'y sommes pas forcés par la géologie, la concentration en CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter, et la certitude d'ennuis futurs accrus qui se chargeront, si rien d'autre n'est fait avant, de limiter suffisamment notre activité pour forcer cette baisse des émissions en CO2 aussi. On voit donc que Kyoto n'est qu'un timide premier pas dans la direction d'efforts considérablement plus importants. Même sans changement climatique, l'humanité redescendra un jour à ce niveau de 50% des émissions de 1990 parce que la quantité d'hydrocarbures disponible est finie. La seule bonne question n'est pas est-ce que, mais quand et comment. Dit autrement, la seule bonne question me semble être cette décroissance peut-elle être volontaire ou attendrons-nous que les événements non souhaités s'en chargent à notre place, probablement dans des conditions bien moins agréables alors. Le temps que l'on met pour parvenir à cette réduction influe seulement sur le niveau auquel la quantité de CO2 se stabilisera, de 1,5 à 4 fois la concentration préindustrielle de CO2, et donc l'élévation ultime de température, et le temps nécessaire à la stabilisation, de moins de 1 siècle à plusieurs siècles. Il est aussi intéressant de noter que cette convergence vers 460 kg équivalent carbone par personne et par an possède des avocats au sein du monde en développement. Par exemple, feu Anil Agarwal, le directeur du Centre de sciences pour l'environnement, décédé en janvier 2002, combattait l'idée d'une convergence vers le haut, dans un article très intéressant que j'ai mis en ligne ici, en anglais seulement, même si nous n'étions probablement pas d'accord sur le nucléaire. En fait, non seulement ce maximum de 50% des émissions actuelles n'est pas négociable, mais à très long terme, il est encore trop élevé. Si nous souhaitons stabiliser rapidement la concentration en CO2 dans l'air, à un niveau relativement bas, 450 ppm par exemple, c'est encore plus qu'il faudra faire avant la fin du XXIe siècle. Admettons maintenant que ce soit une division par 3 qui soit notre objectif, et cela le sera un jour, si dans le même temps nous basons sur une population de 9 milliards d'individus, cela signifie que nous aurons alors à notre disposition non plus 460 kg, mais environ 250 kg d'équivalent carbone par habitant et par an, ou encore 10% de ce qu'un Français émet aujourd'hui. 3% des émissions actuelles d'un Américain, nous avons encore du pain sur la planche. Une question importante. La voiture est-elle le principal source des gaz à effet de serre? En 1998, selon l'inventaire réalisé par le CITEPA, la première source de gaz à effet de serre était, de très loin, l'agriculture. Sur ce graphique, on voit les émissions de gaz à effet de serre en France par secteur en millions de tonnes équivalent carbone. Cela est dû au fait que les gaz à effet de serre ne se résument pas au seul gaz carbonique et que pour les autres gaz, méthane et protoxyde d'azote, l'agriculture est de très loin le premier poste d'émission. En outre, cette particularité est aussi pour partie le résultat de la faiblesse du poste énergie qui désigne les émissions directes des centrales électriques et les raffineries. Si nous avions la même manière de produire l'électricité que l'Allemagne ou les États-Unis, voici ce que donnerait probablement notre classement. Émissions fictives par secteur en millions de tonnes d'équivalent carbone si nous avions la même manière de produire l'électricité que l'Allemagne ou les USA. Le reste des considérations ci-dessus changerait alors peut-être un peu. Cela étant, le premier graphique ci-dessus montre que les camions ne font en gros qu'un tiers des émissions des voitures particulières,
les ménages font plus d'émissions à travers le chauffage des habitations qu'en conduisant, et surtout qu'ils en font plus en mangeant qu'en conduisant. Cela étant, sur la base des évolutions constatées de 1990 à 1998, on peut s'amuser à faire une prolongation tendancielle sur 20 ans. Attention, une prolongation tendancielle n'est pas une prévision. Contribution additionnelle des diverses sources à 20 ans, prolongeant le taux d'évolution constaté de 1990 à 1998, source IFEN.